Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être avec nous et c'est la rentrée pour Village Startup, vous le savez tous les mois. Village Startup, c'est l'occasion pour vous de découvrir une petite sélection de startups intéressantes et puis le coaching aussi de Fabrice Marcella, on va en parler dans un instant. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Au sommaire de ce Village Startup, on va parler d'un guidon connecté pour vélo, on va parler de capteurs pour la ville intelligente et l'agriculture connectée et puis vous allez découvrir un site qui vous permet de tester toutes sortes de produits avant de les acheter. Et puis donc le coaching de Fabrice Marcella qui est le maire ici de Village Startup, de ce village by CA. Et avec lui, on essaiera de comprendre l'intérêt pour une startup de partir à Las Vegas. Voilà, à quoi ça sert? Au CES. La réponse tout à l'heure, soyez les bienvenus. Et on va commencer donc avec cette première start-up. Il s'agit de Velco. Jérôme, attention, tu as une arme entre les mains. Sais-tu ce que c'est que ça, François? Je sais pas moi, un arc, mais pas fini. Non, pas du tout. Pas ça. C'est un guidon. C'est un guidon de vélo. C'est parce que tu connais absolument rien au vélo. C'est un guidon de vélo qui n'est pas banal puisqu'il est connecté. Et nous Sapristi. C'est une start-up française qui a mis ça au point, qui va tout nous dire maintenant. Bonjour David Sureau. Bonjour. Bonjour David. Alors vous représentez la société Velco. Vous connaissez le principe de Village Startup. Vous avez 6 minutes pour nous convaincre. C'est parti, Jérôme, on y va. Très bien. Let's go. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Chez Velco, nous sommes partis de constats très simples en fait, liés à la pratique du vélo. Pas besoin de On n'a poser même pas des posé des questions. questions. C'est formidable. Non, Continue. Allez-y. De temps en temps, on vous coupera, hein. Très bien. Donc ces constats, en fait, il y a le manque de sécurité pour le cycliste. Le vélo est à l'heure actuelle le moyen de transport le plus accidentogène au kilomètre. On a aussi le manque de sécurité pour le vélo. Il y a rien qu'en France, plus de 1000 vols de vélo par jour et un toutes les 6 secondes en Europe. Nous avons aussi le manque en fait, d'infrastructures et de systèmes de guidage GPS intuitifs et satisfaisants à l'heure actuelle sur le marché. C'est pourquoi, avec Velco, nous avons créé ce guidon, le premier guidon de vélo intelligent connecté au smartphone de l'utilisateur. Alors, attendez, maintenant on va vous poser une question. C'est moi qui commence, soyons fous. Ça s'installe sur n'importe quel vélo, ce guidon-là? Parce Exactement. que j'ai l'impression que... Enfin, je ne suis pas un spécialiste des tailles de guidon. Mais c'est c'est des le tailles modèle standards, VTT, comment hein. ça marche? Alors en fait, il y a 2 tailles standards. Nous avons 2 modèles, le modèle VTT qui est celui-là et le modèle urbain pour les bicyclettes. Et ces guidons vont s'installer sur n'importe quel vélo, VTT, bicyclette ou vélo et assistance électrique. N'importe quelle taille. N'importe quelle taille. D'accord. Et alors ensuite, à quoi ça sert concrètement? Alors ce guidon a 3 fonctionnalités principales. La première est l'intégration de phares puissants et automatiques qui s'allument en fonction de la luminosité ambiante. Nous avons aussi un système de géolocalisation du vélo en cas de vol. Ah, ça c'est bien. En fait, le guidon peut reconnaître l'utilisateur et si quelqu'un d'autre va le bouger, l'utilisateur va être averti et peut tracer le voleur en temps réel. Ouais. Alors attendez, comment il les va vols de vélo, reconnaître? c'est un vrai Alors, en problème. fait, Mais comment va-t-il reconnaître On a l'utilisateur? deux moyens de s'identifier au guidon. Via le téléphone, on a développé une application mobile et en fait, à l'aide d'un code PIN, on va pouvoir se connecter au guidon. Le guidon, c'est que c'est cet utilisateur. On a aussi un badge RFID qui correspond à vos badges d'immeuble pour pouvoir se connecter au guidon si on n'a pas de téléphone avec nous. Donc c'est automatique, c'est comme quand je rentre dans ma voiture et que la voiture détecte la clé. Exactement, sans contact, l'action à c'est ça faire et le code PIN D'accord, qu'on le a code défini PIN. au Ça préalable. veut dire que le voleur qui, lui, n'a ni mon téléphone, sauf s'il est très fort et qu'il a volé mon téléphone, ou mon badge, à partir du moment où il va manipuler le vélo va détecter qu'il n'y a pas eu ces vérifications. Et là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand il se dit, tiens, il y a peut-être un voleur qui prend le vélo? Donc c'est dans le logiciel que le guidon va reconnaître que c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Et à ce moment-là, il va passer en mode alerte. Ah. C'est-à-dire qu'il va y avoir une alarme qui se déclenche pour le dissuader et reposer le vélo. Et si le voleur est téméraire et garde le vélo, l'utilisateur va être averti et va pouvoir tracer le voleur en temps réel. Donc nous travaillons aussi et discutons avec les forces de l'ordre pour pouvoir déposer une plainte pré-remplie, par exemple, via l'application que nous avons développée et que les forces de l'ordre ramènent le vélo chez l'utilisateur. Oui, enfin, c'est pas pour autant qu'on retrouvera le vélo après. Alors, on a une autonomie de 3 semaines sur un guidon comme ça. Ouais, Pendant 3 semaines, en fait, on peut géolocaliser son vélo qui a été volé. Donc, il y a une puce GSM à l'intérieur? Il y a une carte SIM qui communique d'accord. avec un serveur. Ouais. On a une balise GPS pour trouver le vélo et une puce Bluetooth pour se connecter au téléphone. Alors vous avez dit 3 utilisations, vous avez cité les phares, la géolocalisation et la troisième. Et la troisième c'est quoi? est en fait un système de guidage GPS intuitif via bloc lumineux. Ah, C'est-à-dire d'accord. l'utilisateur va rentrer une destination sur l'application mobile et à l'aide de codes lumineux, il va savoir contourner à gauche, contourner à droite, faire demi-tour pour atteindre cette destination. Pas mal, ça évite d'avoir le smartphone Exactement, sur le guidon, en fait, ça etc. sécurise la pratique du vélo. L'utilisateur n'a plus de smartphone sur le guidon, il le range dans sa poche ou dans son sac et il peut faire sa balade en toute tranquillité. Bon, ça fait un truc de plus à charger le matin avant de partir, quoi. Alors, Alors peut-être pas voilà. tous les jours, mais... Dites-moi qu'on peut le recharger en pédalant. On peut le recharger très facilement.
Alors en pédalant, si vous avez un vélo assistance électrique, vous pouvez brancher la dynamo dessus et le guidon se recharge tout seul. Sinon, c'est une Donc batterie. c'est intégré, c'est-à-dire qu'il faut simplement brancher un fil. Il faut simplement brancher un À fil. partir du moment où on C'est pédale, le vélo va se recharger. Exactement. C'est ça, d'accord? Et nous avons aussi le moyen de retirer la batterie à l'aide d'une clé unique et l'utilisateur va la recharger comme un téléphone portable. Donc c'est à sur la les maison. côtés, c'est ça? C'est sur un côté, oui. Donc voilà, j'enlève le petit système. C'est ça, on Je le tourne la recharge clé, sur on un port l'enlève. USB, c'est ça, tout Ouais, simplement? c'est un port de téléphone, sûrement peut-être comme vous avez là. D'accord. Le port Ah oui. universel, Et très l'autonomie? classique. On a 3 semaines d'autonomie. 3 semaines d'autonomie, 3 semaines avec la d'autonomie. puce GSM qui En comptant 1 heure d'utilisation à temps plein par jour. Enfin, la puce, elle marche On a en 3 cas semaines. d'alerte. Ouais, la puce GSM elle marche se en cas réveille, de vol. voilà. Il passe pas de coup de fil Elle sans qu'on s'en ne rende consomme compte, pas le de guidon. données en fait D'accord. quand le vélo est en mode normal. Alors, où en êtes-vous du développement de ce guidon? Il est déjà commercialisé? Non, et alors il n'est pas encore commercialisé. La sortie de ce guidon sera prévue pour janvier 2018. D'accord. Nous sommes en phase d'industrialisation et nous allons avoir des prototypes courant novembre, modèle industriel final. D'accord. Et on trouvera ça où? On pourra l'acheter, le Alors, mettre sur son vélo ou... Alors il y aura 2 moyens, 2 canaux de distribution. En fait, vous pourrez l'acheter directement chez des revendeurs de vélos tels que Decathlon par exemple. D'accord. Les vélos vendus seront déjà équipés de ce guidon. Ou alors vous pouvez aller dans un magasin cyclique spécialisé et acheter juste le guidon et le monter sur votre vélo vous-même. Le prix, vous avez une idée? 250 €. 250 euros. TTC, ouais. D'accord. Est-ce que ça pourrait, par exemple, vous pourriez vous ouvrir aussi au marché des systèmes de location de vélos? On sait que le Exactement. marché Vélib va être renouvelé là bientôt. Alors par rapport à la location de vélo, on a aussi développé une application qui s'appelle Velco Pro, qui va être un système de gestion de flotte pour les loueurs de vélos et d'optimisation des process de cette gestion de flotte, d'alerte en cas d'accident d'un touriste qui a loué un vélo, le loueur pourra aller récupérer le vélo. Nous travaillons aussi avec les sociétés de livraison telles que La Poste et Deliveroo, par exemple pour équiper les livreurs en fait, de ce guidon et qu'ils aient leur tournée directement enregistrée sur le guidon. D'accord. Très bien. Ouais, Ben, vous on avez souhaite tout un marché devant vous. Hein. bon vent à Velco, c'est sympa. Hein? Ouais. Dernière question, vous avez eu l'idée comment de Alors en fait, ce guidon connecté? c'est parti, Pierre le président s'était fait voler son vélo et il a pensé à un tracker GPS. Et voilà. Et en parlant à tout l'environnement du vélo, on a mis au point Mhm. cette solution qui apporte une expérience sécurisée aux cyclistes. Très bien. Ben, écoutez, voilà, on arrive à 6 minutes, c'est parfait. Parfait. Tout est clair. Je crois qu'on Merci, David Sureau. on sait vraiment tout sur Velco. Merci Ça veut beaucoup. dire que vous êtes très occupé en ce moment. C'est pour ça que vous avez la tête dans le... Guidon. Eh oui, ça c'était ma petite blague. Elle Je est vous pas l'offre. mal. Elle est pour moi. Pour une fois, Merci. elle est bonne. Merci. Bah, ça fait plaisir. Ouais. Merci David. Et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième start-up dans ce village start-up. On va parler de villes connectées Oui. et d'agriculture connectée. Tu sais qu'on met des capteurs partout maintenant. Mais je sais très bien, Jérôme, je sais très bien. Et on va en parler avec la start-up qui s'appelle WE6 Labs. Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on la C'est un peu prononce compliqué, vraiment. hein. On Le peut nom de dire votre tout startup. simplement We6 Labs. We6 Labs. Eh bien c'est très bien. sûr. Ulrich Rousseau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors vous êtes le CEO donc de We6 Labs. Vous connaissez le principe, dans ce village startup, vous avez 6 minutes pour nous convaincre et convaincre tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, première question, We6 Labs, C'est qu'est-ce parti. que c'est? We6 Labs, nous, on est des plombiers de l'Internet des objets. On connecte des capteurs à Internet en utilisant une technologie qui est très basse consommation d'énergie et très longue portée. Très basse consommation d'énergie, c'est quoi? C'est 10 ans sur pile. Et très longue portée, c'est une portée de 2 km en ville et jusque 45 km en campagne. Et on s'en sert en fait pour connecter des capteurs de température, des capteurs qu'on met sur des compteurs d'eau, gaz, électricité, des capteurs de qualité de l'air. Et on fournit des outils de pilotage énergétique de bâtiments, par exemple. D'accord. Mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un marché qui commence à être encombré, non? On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent justement sur ces objets connectés pour à la fois les professionnels et l'agriculture. Comment allez-vous vous distinguer de toute cette concurrence? Ce qui nous rend unique, en fait, c'est qu'on ne part pas de la technologie, on part de l'usage. Nous, on s'est intéressé en fait à l'utilisateur, on s'est intéressé à l'agent qui est en charge de la maintenance des bâtiments, par exemple, et on lui fournit des indicateurs, des outils pour mieux faire son métier. Il n'est plus en charge en fait de faire la relève des compteurs pour détecter une fuite d'eau, par exemple. Il a détecté directement l'alarme sur sa tablette et ça lui permet d'agir beaucoup plus efficacement.
On renouvelle en fait le business model de nos clients. Ce qui veut dire que ce n'est pas vous qui avez développé la technologie. Quelle technologie en fait utilisent ces capteurs? On utilise plusieurs technologies regroupées dans une grande famille qui s'appelle les LP1 pour Low Power Wide Area Network, et on est spécialiste des réseaux LoRa, Sigfox, et ce genre de choses. Ah oui, vous êtes œcuménique. Vous prenez tous les réseaux. Exactement. On s'adapte en fait à la situation et on vient choisir la meilleure technologie en fonction de l'usage. Et ça veut dire que dans un appareil, on peut avoir les deux technos ou pas? Tout à fait. Voilà. Et donc, c'est celle qui sera la plus performante qui prendra le dessus. En fait, exactement. Et nous, notre promesse, en fait, c'est d'aller chercher l'information du capteur, quelle que soit la situation. Aujourd'hui, quand on passe sur des réseaux opérés publics, par exemple, par Sigfox, par exemple, vaut mieux être à l'extérieur des bâtiments, c'est là où ça marche le mieux. Mais quand votre compteur de gaz, par exemple, il est au 2e sous-sol, eh bien Sigfox est plus présent. Là, on intervient, on vient mettre une petite boîte et on récupère l'information du capteur qui est posée sur le compteur pour agréger de la donnée de consommation de gaz, par exemple. Un petit relais, en quelque sorte. Exactement. Qui lui sera connecté à Internet et qui remontera l'information. C'est pour ça que nous sommes des plombiers de l'Internet des objets. On s'adapte à la situation et on fournit de la donnée à nos clients qui sont des intégrateurs de services ou des collectivités locales. Alors c'est vrai que ça nous change la vie, ça, parce que c'est plus de réaction, plus de réactivité s'il y a un problème, etc. Quels sont vos clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on travaille à 20% pour des collectivités locales. On a construit par exemple la plus petite Smart City au monde en Bretagne, à Saint-Sulpice-la-Forêt, 1400 habitants, et on leur a permis en fait de réduire de 20% leur facture énergétique en mettant juste 27 capteurs dans les 6 bâtiments les plus énergivores de la commune. Et la manière dont on l'a fait, en fait, c'est tellement simple et qu'on se demande pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a pensé avant. En fait, on a détecté des fuites d'eau, on a détecté des panneaux photovoltaïques défaillants et tout simplement en fait, un mauvais réglage du chauffage dans les salles de classe, par exemple. Et rien qu'en réglant l'existant, rien qu'en optimisant en fait, les installations existantes, sans avoir à tout reconstruire, en fait, on fait 20% d'économie sur la facture d'énergie. C'est génial. En fait, il y a des points comme ça chauds dans un bâtiment que vous allez surveiller en quelque sorte. Vous parliez tout à l'heure de fuite d'eau. Donc vous allez détecter les fuites d'eau, c'est ça? Oui, tout simplement en fait, notre projet en fait, de Smart Village est parti de là. C'est une rencontre avec le maire du village qui a détecté une fuite d'eau sur facture 12 mois après le début de la fuite d'eau. C'est l'équivalent de 26 piscines. On s'en rend compte toujours trop tard de ce Exactement. genre de choses. C'est vraiment un gaspillage terrible. Et là, l'idée, c'est de faire une mesure sur le compteur d'eau le soir à 11h, une autre à 6h le matin. Et si on est au niveau de la salle polyvalente d'un village de 1500 habitants en Bretagne, s'il y a une consommation d'eau pendant la nuit, c'est forcément qu'il y a une fuite d'eau. Mais alors, ces technologies et ces capteurs ont un coût malgré tout? Alors, notre promesse, en fait, c'est un retour sur investissement maîtrisé. Oui, ils ont un coût, mais on est sur des technologies qui sont interopérables avec une compétition mondiale, une alliance en fait qui regroupe 400 sociétés dans le monde autour de la LoRa Alliance, par exemple, ce qui permet en fait d'avoir des capteurs bas coût avec des tarifs d'entrée à partir de 30 €. On peut avoir des capteurs communicants, quoi. Et après, j'imagine qu'il y a des abonnements, non? Exactement, c'est un abonnement d'accès au service, et donc c'est pour ça on ne s'adresse pas aux particuliers parce qu'on n'a pas la structure pour le faire. On s'adresse en fait à des intégrateurs de services, comme Engie par exemple, qui vont être capables en fait d'adresser le particulier, voire d'autres entreprises, pour leur fournir des services de pilotage énergétique de bâtiments, de maintenance et ce genre de choses. Et en matière d'agriculture, qu'est-ce que vous faites? En termes d'agriculture, notamment, on a déployé des réseaux de capteurs dans une serre de maraîchage de tomates avec une société qui s'appelle Cybeltech. On a 2 serres qui sont aujourd'hui équipées. L'idée, là, c'est de réduire et d'optimiser en fait, la consommation d'eau et d'intrants dans le maraîchage de tomates pour consommer moins. Vous savez peut-être que l'agriculture est le plus gros consommateur d'eau potable en France et peut-être dans le monde. Et l'idée, c'est vraiment de réduire à la source en fait, la consommation d'eau, en partant du principe que la meilleure économie d'énergie, en fait, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas, et donc d'aller chercher les problèmes à la source. Et donc là, typiquement, dans ces serres, comment vous arrivez à réguler la consommation d'eau? Alors, en maîtrisant en fait, le modèle de croissance de la plante, intégré en fait, avec des modèles de consommation énergétique du bâtiment. On vient optimiser, on change la manière dont on pilote une serre de maraîchage de tomates. D'accord. Et quels sont les projets que vous aimeriez développer au sein de WI6 Labs dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors, on va faire un petit peu plus de vouloir, on le fait pour de vrai. Ouais. On déploie avec Engie Axima, en fait, au niveau d'un dépôt de bus, une solution en fait, de monitoring énergétique, mais on va au-delà. On va aussi s'intéresser à la sécurité au travail et on s'intéresse en fait, à la qualité de l'air
dans ces environnements industriels. La qualité de l'air aussi, un gros challenge. On voit qu'il y a beaucoup de Gros startups marché. qui se positionnent sur ce marché. Merci beaucoup, Ulrich. Merci beaucoup. Voilà, Pour, WI6 Labs. We6 Labs, tout Oui, simplement. Labs, Oui, tout Six simplement. Labs, pardon. Ouais. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. On parle d'une manière originale de tester les produits avant de les acheter. Ça va t'intéresser. Oui, il y a un truc qui est super pratique. Jérôme, par exemple, tu veux t'acheter une super enceinte multi-room et avant de l'acheter, tu aimerais bien la tester. Bah, Mais savoir peut-être exactement ce qu'elle vaut, bien chez sûr. quelqu'un et voir ce que ça donne. Discuter avec cette personne pour voir si ça lui plaît. Eh bien, c'est possible et ça s'appelle, en fait, le concept, c'est Demooz qui a mis ça en place. Et nous avons Stéphane Millet avec Bonjour, nous. Bonjour. Stéphane Millet. Bonjour. Alors, même punition, vous avez 6 minutes. On va vous demander exactement en quoi consiste Demooz. Bien sûr, alors Demooz en fait c'est hyper simple, ça permet donc d'essayer avant d'acheter. Le constat il est super facile, c'est que lorsqu'on souhaite acheter un produit, on a souvent des questions qui se posent et le moyen le plus simple de se rassurer, ça reste encore d'aller voir chez son voisin qui l'a déjà, ce que ça donne. Logique. Et c'est exactement ce qu'on permet avec Demooz. C'est gratuit, disponible dans plus de 800 villes en France aujourd'hui, sur toute une gamme de produits qui va évoluer de la brosse à dents connectée jusqu'à la voiture électrique. Donc, on s'inscrit sur le site demooz.fr. Alors c'est demooz.com, on peut aller s'inscrire sur demooz.com et choisir carrément son produit. Ensuite les personnes vont pouvoir déclarer moi je possède ce produit et je peux en faire la démonstration à mon tour. Donc il y a un double statut à la fois testeur et demoozeur, c'est le terme employé. Et puis après on peut également faire des demandes de test directement depuis le site des marques. Mais alors vous allez faire concurrence à 01net et 01net TV? Pas du tout, on est complémentaires, on travaille même déjà ensemble. Alors, donnez-nous un exemple, par exemple. Tiens, un produit high-tech qu'on peut tester. Parce qu'en plus, on peut aller directement sur le site de la marque en question. Il y a un petit bouton « Tester », c'est ça? Absolument, ouais, on peut carrément aller sur le site de la marque. On est au village Baïséa, on peut regarder peut-être de l'autre côté de la rue, on a Dyson, on travaille avec Dyson. Et l'idée c'est de pouvoir aller essayer chez un particulier, par exemple leur robot aspirateur, qui vaut 1000 €, le robot aspirateur, donc c'est un peu engageant. On va chez quelqu'un et on va passer l'aspirateur chez les gens. Et donc, si par exemple Jérôme s'est identifié comme étant le possesseur de ce Dyson et il se dit, voilà, moi je suis prêt à faire des démos, mais je risque d'aller chez lui. Comment vous allez me donner envie? Parce que ok, je veux bien faire une démo, mais il faut vraiment être super passionné. Voir bien Jérôme sûr faire une démo d'aspirateur, franchement, vous ça allez vaut le rien coup. comprendre. Voilà, je cite c'est tout un de suite. aspirateur connecté qui se passe tout seul, donc c'est facile. Oui. Non, mais l'idée c'est que les demoozers, on les incentive de la façon la plus simple, on leur fait gagner du flouze. Alors le flouze, c'est la monnaie virtuelle. flouze, Des Coco. flouze. Ouais, ça me parle. Le flouze, c'est le terme employé est volontairement choisi. C'est la Avec monnaie virtuelle de 2 os Demooz. et flouze avec 2 os, j'imagine. Exactement. Ouais. Monnaie virtuelle de Demooz qui permet d'accéder à des cadeaux sur notre site internet directement. Donc c'est crescendo, on va dire. Ça va commencer par une carte cadeau Amazon de 30 € et ça peut monter jusqu'à. Ça peut être motivant. Ça peut monter jusqu'à une D'accord. PlayStation 4. Et on peut tester tout type de produit, On peut tester aujourd'hui plus de 400 produits et ça grandit tous les jours grâce mais à pas la que des communauté. produits high-tech. Tout type de produits, pas que high-tech, tout ce qui est lié à la maison. Alors maison connectée, on va dire que c'est un peu Qu'est-ce qui high-tech. marche bien? Ce qui marche le mieux, si on doit faire un top 3 actuellement, ce sont les matelas. Les matelas, ça cartonne. Les gens vont tester les matelas chez d'autres personnes. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a toute une nouvelle gamme de matelas qui ne se vend que en ligne, donc on ne peut Il est pas s'asseoir bien, ton dessus. matelas Si tu veux, tu peux venir tester. Non. Ensuite, les robots de cuisine, ça marche très très fort aussi, ouais, parce que les personnes ont besoin de cuisiner et de venir avec leurs carottes et leurs pommes de terre faire leur soupe. Mais ce qu'on veut, c'est plus qu'une démo, c'est un retour d'expérience. Tout à fait. véritablement. Il y a aussi le côté D'accord. démo qui est impressionnant. J'ai envie de dire, le robot de cuisine, c'est aussi un produit de foire d'une manière, donc la démonstration marche très bien. Et ensuite, en dernier lieu, je dirais que c'est les téléphones portables qui marchent très bien également. Sûr. Mais parce que c'est aussi un produit qui est très grand public, donc du coup, forcément, on a plus de gens qui veulent le tester. En fait, ça fait un peu penser aux réunions Tupperware, mais un peu à Exactement. l'envers, quoi. C'est ça. Exactement. C'est exactement ça. En fait, on a repris un petit peu l'idée, le concept, sauf que le côté qui peut être un peu désagréable chez Tupperware, c'est d'être sollicité et en fait, on y va pour faire plaisir. Alors que là, la relation s'inverse et c'est nous, en tant que testeurs, on redonne le pouvoir au consommateur. C'est le testeur qui va lui-même aller solliciter un demoozer. Et alors, vous avez passé également des partenariats directement avec des marques. Tout à fait. Alors en fait, c'est même notre business model, c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. On va, grâce à notre service client qu'on va proposer sur le site des marques, pouvoir avoir une tarification mensuelle type SaaS, et nous, on fonctionne sur ce modèle-là. Donc effectivement, pour des marques, alors je citais Dyson. Donc là, ce sont les marques qui demandent à ce que des demoozers produits soient testés. fassent les démos. Exactement, c'est ils ça offrent le service en fait à leurs prospects, on va dire ça comme ça, ou aux gens qui s'intéressent à la marque. Et donc là, que ce soit avec Citroën, avec Dyson, avec Magimix, Devialet au tout départ aussi. Oui, mais est-ce que la démonstration et l'avis seront vraiment objectifs? L'avis est vraiment objectif dans le sens, alors il faut bien comprendre que ces personnes-là vont équiper des ambassadeurs.
ambassadeurs. D'ailleurs, sur Demous, de façon publique, on appelle à des recrutements d'ambassadeurs de façon assez fréquente, plusieurs fois par semaine parfois. Et ces ambassadeurs, leur valeur, c'est d'avoir le produit et d'être des utilisateurs. Donc ils en font le retour objectif. Et donc là, ils ne l'achètent pas, le produit. Non, on leur prête, on leur met à disposition, c'est un prêt. D'accord. Ouais. Tant qu'ils font des démonstrations, ils gardent le produit. Voilà, donc ils peuvent décider d'arrêter Et quand c'est ils là veulent. leur incentive, en quelque sorte. Tout à fait. Ils conservent le produit tant qu'ils le font tester par des Absolument. particuliers. Tant qu'ils donnent du temps, parce que leur valeur, c'est l'asset qu'ils ont, c'est le temps. Tant qu'ils donnent du temps à la communauté, ils peuvent garder le produit. Et si un jour ils doivent déménager ou qu'ils n'ont plus de temps, il suffit de nous le dire, on peut changer d'ambassadeur. D'accord. Et donc, vous disiez tout à l'heure, ça peut même aller jusqu'à la voiture. Oui, tout à fait. On travaille avec Citroën, notamment. Ouais. Sur de la voiture électrique, on fait tester des C0 et également des utilitaires. D'accord. Ok. Tout à fait. Bon, Jérôme, Bah, tu moi, je peux trouve ça pas assez faire tentant. tester puis ton c'est- utilitaire. Non, non, parce que je l'ai revendu. Tu l'as Et, revendu. Mais je vois que vous êtes déjà très connectés. Vous avez des iPhones, des ordinateurs, Ouais, des on Apple est plutôt Watch. connecté en fait. Voilà, pour tout vous j'imagine. dire. Mais On est en un fait, peu addict. c'est vrai que c'est intéressant, mais il faut vraiment que la personne chez qui on va et qui a le sont- produit le connaisse sur le bout des ce doigts. Ils sont sont des un passionnés. passionné. Ce sont Parce des que si passionnés. c'est quelqu'un qui dit ouais, bon alors ça fait de la musique, t'appuies sur ce bouton-là. Alors Il là, faut ce qui est vraiment. bien, Enfin, la il faut. sélection est naturelle. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas des passionnés ne prennent pas du temps pour faire les démonstrations. Bien sûr. C'est Alors Voilà, que ceux c'est qui ça. sont prêts à passer des heures pour faire des démonstrations pour le bien, en fait comme un forum mais dans la vraie vie. Ils Oui, s'engagent. c'est la version pour la communauté. real life du forum. Enfin. Et Voilà, vous en qu'on avez connaît combien bien. aujourd'hui de ces testeurs qui sont prêts à Alors, partager leur passion? Ils ont tous le double statut, donc potentiellement tous les démouseurs pourraient Ouais. être des testeurs. Mhm. Aujourd'hui, on a une communauté d'un peu plus de 90 000 membres, et parmi ceux-là, on va retrouver un peu plus de 3500 démouseurs. Un peu partout en France. Plus de 800 villes en France aujourd'hui. Et Bah si voilà. j'ai un coup de cœur que je veux tout de suite acheter le produit, Écoutez, on travaille sur l'approche suivante, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout du process pour le jusqu'à l'acte consommateur d'achat, et qu'il puisse acheter lors de la démonstration. pas mal. Ça, c'est la classe, t'imagines? Ouais. Bon, bah, très bien, voilà Super. pour Merci. Demous. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci beaucoup, Bonne journée. Stéphane Millet. Demous avec les deux O, hein, bien sûr. Oui. Demous. C'est bon, vous aurez compris. Bon, vous savez quoi? Ce village startup n'est pas terminé. Le coaching startup maintenant, c'est avec Fabrice Marcella, le maire du village. Fabrice Marcella nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour Monsieur François, le maire. bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au village Baïséa. Je suis content de vous voir, ça Et fait on est longtemps. ravis, voilà, c'est ça, de C'est vrai, vous après retrouver la- pour la rentrée. La petite pause estivale. Alors chaque mois, eh bien, on se retrouve avec Fabrice pour parler directement aux start-upers, pour leur donner des conseils très précis. Et aujourd'hui, Fabrice, c'est vrai qu'il y a un truc qui fait rêver, c'est le CES de Las Vegas. Alors, est-ce que Vous y serez d'ailleurs? J'y Ouais. serai, vous y serez aussi, je Eh crois. oui, on y sera, ouais. Et on se verra effectivement, l'idée c'était de parler du CES de Las Vegas qui est en janvier 2018. Alors vous pourriez me dire, mais Fabrice, c'est peut-être un petit peu tôt, on est qu'en septembre. Ça va vite. Mais au-delà du fait que ça aille vite, en fait, c'est peut-être même un peu trop tard. Si je suis une start-up et que je souhaite exposer, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, il faut peut-être y penser pour l'année prochaine. il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Ah, écoutez, pour juin-juillet, c'est le meilleur moment D'accord. pour pouvoir réserver. Mais il reste peut-être encore quelques places et c'est ce que je vais essayer en tout cas de vous faire découvrir aujourd'hui. Juste, peut-être que tout le monde ne sait pas ce qu'est le CES, le Consumer Electronic Show, pardonnez-moi mon anglais, qui est le lieu en tout cas où on présente généralement des innovations dans l'électronique grand public. Ce sont les grandes marques généralement qui exposent. Et puis sinon, mais c'est devenu aussi un peu l'endroit où les startups françaises, les startups du monde entier font leur show, présentent leur innovation. De Et on plus en sait que plus la de France startups, ouais. est vraiment très présente, fait partie des pays les plus représentés en termes de startups à Las Vegas. François, 200 startups françaises l'année dernière sur les 600 startups qui exposaient. Génial. Je rappelle juste qu'en 2014, c'était 50 startups françaises. hein. Mhm. Donc on voit qu'il y a une dynamique incroyable aujourd'hui sur la présence des startups françaises et de l'écosystème startup français. Alors, Alors- comment on fait pour aller à Las Vegas quand on est une petite start-up? Alors déjà, pourquoi on veut y aller? Parce que toutes Eh les oui. startups ne sont pas éligibles au CES. D'une part parce que ces startups doivent déjà s'intéresser au marché américain, être plutôt tech. On parlait tout à l'heure de Velco, typiquement Velco, et la startup entre guillemets idéale, Oui, le en tout cas guidon dans le produit connecté qu'elle voulait pour pour pouvoir vélo. y être. Ensuite, il faut être effectivement électronique grand public. Et autre élément important, il faut être sélectionné par l'organisateur. C'est un des seuls salons où finalement, il ne suffit pas d'avoir envie d'y aller, encore faut-il être sélectionné par Il ne suffit pas l'organisateur. de payer pour y être. Non, il ne suffit pas de payer pour y être. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisation du CES nous dise OK, vous venez. Il y a tout Pour un présenter, tout un d'accord. questionnaire Ah oui. où il faut surtout pas se tromper lorsqu'on répond, au risque d'être disqualifié sans pouvoir revenir en arrière. Donc là, il est extrêmement important, lorsqu'on le fait, de ne pas le faire seul. Alors vous me demandiez tout à l'heure comment faire pour y être. On peut certes vouloir y aller seul,
Mais de nouveau, je le déconseille. Je le déconseille d'une part parce qu'on n'a pas le retour d'expérience des autres entrepreneurs lorsqu'on y va. On ne bénéficie pas non plus de toute la médiatisation comme on pourrait l'avoir si on partait avec une structure ou une autre. Le village, mais il y a la Poste qui est présente, la French Tech qui est présente. On voit bien qu'il y a toute cette dynamique-là qui permet d'amplifier et d'accompagner l'entrepreneur au moment de Alors cet pourtant, événement. nous les journalistes, je peux vous dire qu'on arpente toutes les allées, enfin pas toutes malheureusement, mais quand même beaucoup d'allées. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper, Ouais, c'est c'est certain. un Il petit y en a peu- tellement, c'est impossible Ah oui, de les bien voir. sûr. Et c'est bien parce qu'il y en a tellement qu'il faut être au bon endroit. Il ne faut surtout pas être isolé. Il faut faire, surtout si on est une start-up française, il faut être le plus proche possible des écosystèmes français présents sur place. Donc pour y aller, soit j'y vais seul, je le déconseille, soit j'essaye de m'inscrire dans une délégation, soit portée par les organismes publics, mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un petit peu trop tard, parce que c'est sur concours, ou des organismes privés. Il y a de nombreuses délégations privées organisées par les grands groupes, Donc des grandes entreprises des grandes qui entreprises emmènent les startups qui dans leur emmènent les bagage. startups là-bas. Oui, ça peut être le cas d'Engie aussi. Le cas d'Engie, tout à fait, qui a sur le Récapar, qui est le lieu où il faut être quand on est une start-up, qui emmène avec elle des start-up. Alors, ce qui est aussi important à avoir en tête, c'est que lorsqu'on est là-bas, on va toucher certes le marché américain, mais en fait, on va toucher aussi tout l'écosystème français. Alors, Bien c'est sûr. assez étonnant. Il faut aller à Las Vegas pour toucher les entreprises françaises, pour toucher des clients français. Ah ben, on parle plus français qu'anglais à certains endroits du Et CES. ça m'arrange bien parce que mon anglais n'est pas génial. Mais effectivement, pas besoin de savoir parler anglais pour aller au CES. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les grands groupes envoient leurs dirigeants là-bas. Pourquoi les grands groupes envoient leurs dirigeants? Parce que c'est un moyen pour sensibiliser, acculturer les Et dirigeants puis et tout le monde a tout sous la main, si je puis dire. tout sous la main. Pour les dirigeants, ça leur permet de rencontrer 10-15 startups très facilement. Et puis ce qui est génial, c'est que ces dirigeants, ils sont Ouais. focus sur l'événement. Il y a Bien 9 sûr. heures de dégagage. Ouais. Donc ils ne sont pas embêtés par les coups de téléphone ou les mails. Ils vivent l'événement pleinement. Il n'y a Ils pas de sont à fond dans le protocole. truc. Les échanges sont extrêmement simples. Oui, c'est-à-dire qu'un petit, un petit patron de start-up peut très facilement rencontrer le grand patron d'une Le grande numéro grande 1 boîte d'une boîte du CAC et 40 sans problème. lui accorder un quart d'heure pour discuter avec lui. Et C'est ça. sans protocole et de façon très simple. Mhm. On vit quasiment toute l'année sur les échanges précieux que l'on a dans ce type d'événement. Fabrice, moi j'avais une question, parce que c'est vrai qu'avec Jérôme, on a quelques CES dans les pattes, si je puis dire, et on se a voit pas. souvent vu des, des startups qui présentaient des produits géniaux, mais 1 an après, 2 ans après, plus rien, parce qu'ils Ouais. n'étaient pas prêts, parce Ou qu'ils alors sont on les allés trop revoit. tôt. Ouais. Ou alors on les revoit plusieurs années de suite et ça n'a pas vraiment Voilà, évolué. il faut choisir le bon moment aussi, parce que l'idée c'est de ne pas arriver trop tôt ou trop tard au CES. Oui, parce que si on n'est pas prêt, en tout cas à produire le produit ou le service tel qu'il a été présenté au CES, on ne se rend pas compte finalement de l'effet médiatique ou la caisse de résonance de ce type d'événement. Et donc on n'est pas en mesure d'être à la hauteur de la promesse. Donc attention à y aller au moment où le produit est prêt à être commercialisé dans les mois, enfin dans les 3 mois qui suivent, j'allais dire. Oui, donc le produit est quasiment, quasiment prêt. Voilà, Ouais. quasiment prêt, en fait. Sinon, Il suffit d'appuyer sur un bouton brûler pour y les aller. ailes. quoi. On peut se brûler les ailes, tout à fait. C'est vrai que nous, on a vu ça plusieurs fois, hein, des idées géniales Ouais. et qui, voilà, les mois passés, on voyait jamais rien arriver, quoi. D'autant plus que c'est un investissement pour la start-up. Ça coûte Combien cher, ça coûte le CES. Alors, si on y va seul, il faut compter à minima entre 4 000 et 5 000 euros le stand, plus ensuite le billet, l'hôtel et la nourriture, donc 3 000 euros par personne pour y être. Donc 5 000 plus 3 000 fois 3 généralement. Je conseille aux entrepreneurs de venir à minima à 3 pour pouvoir réellement profiter du Pour faire les CES. 3-8 Pour faire les 3-8, en tout cas, il y en a un qui fait le rabatteur, Eh oui, un bien autre qui sûr. prend les visiteurs et un autre qui va répondre aux journalistes, Ouais. par exemple. Donc Et c'est puis, 25 000 euros déjà. Ouais. Voilà, si donc on est à 3. c'est un investissement et quand on a une start-up, 25 000 euros, Eh oui. C'est beaucoup. c'est beaucoup. Donc il faut rentabiliser cet événement. Et si on y va avec un groupe comme par exemple le Village ou avec Engie ou avec la Poste, Alors, c'est moins cher? À titre d'exemple, le Village, comme les autres grands groupes, fournissent gratuitement le stand ou à un prix vraiment dérisoire pour quelques frais, en tout cas, que peut avoir le grand groupe. Et alors, Fabrice, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'aller au CES quand on a une start-up? Le retour sur investissement. Alors, je pense que ça vaut le coup à partir du moment où on y va au bon moment et que l'on est bien accompagné. Il faut être coaché pour y aller. Il faut pouvoir avoir un lien direct avec les médias. Il faut pouvoir prendre ses rendez-vous avant. Il faut être aussi connu et reconnu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a tellement de startups, vous le disiez tout à l'heure, si on ne se distingue pas du reste, Bien sûr. c'est extrêmement compliqué que nouer des relations. Donc ça vaut le coup à partir du moment où c'est bien préparé, qu'on s'inscrit dans une dynamique et que cette dynamique soit accompagnée par des spécialistes du sujet. Et là, faire preuve aussi de créativité. Hein, vous qui êtes start-up, il faut Ouais. attirer l'œil, attirer le. Mais pas de bullshit, s'il mais vous pas plaît. de bullshit. Hein, on n'aime pas le bullshit. Non, c'est clair. Il faut trouver le juste milieu. Hein.
Merci Fabrice. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Fabrice Rendez-vous Marcella, l'an le prochain. maire de ce village. Voilà, ce village startup est terminé. Bah, c'était pas mal. Menu chargé. On se retrouve dans un mois pour découvrir de nouvelles innovations et de nouvelles startups françaises sur 01net TV. Et merci de nous suivre. À très vite.